nutrition en triathlon, les 3 erreurs à éviter. Donc, vous avez chacun une erreur à mettre en avant. Rémi, tu peux commencer Ah, vu que tu as terminé cool. tout à l'heure. Trop bien. Ah ouais, genre, en plus, je vais en prendre un qui va être classique, mais alors trois. Il faut que tu en choisisses une. Vous en avez une chacun. Compliqué parce que j'ai des athlètes, j'arrive pas à comprendre pourquoi la nutrition elle passe pas, donc je suis en train de faire des conneries. Donc, mais bah, première chose, je pense, c'est ne pas tester la nutrition et ça paraît évident. Après, par rapport à ça, moi je suis pas forcément fan de tout le temps utiliser les quantités spécifiques par rapport à la pratique, ouais, par rapport à l'échéance, mais en tout cas, être capable de répliquer la forme. Et quand je parle de forme, c'est la substance en gros, et au moins 50% des quantités, jusque l'athlète, en fait, il est la vidange gastrique, etc., et qui travaille vraiment tous les systèmes et le gut training, mais pas forcément pousser, en tout cas pas de manière chronique, pousser les consommations. Hyper important, surtout sur les séances longues pour le coup, même si elles sont basse intensité. Première erreur, du coup, c'est pas tester sa nutrition pour moi. Deuxième Attends, erreur. attends, la deuxième, ce sera pour Oh, quelqu'un d'autre. le Ah donne oui, pas. deuxième. Ah, non, mais je croyais que c'était trois par personne. Sinon, après, Du coup, Tristan, il a plus rien à dire après. ouais, du coup, ouais, non, je pense que Donc, c'est bon. pas C'est bon. tester sa nutrition à l'entraînement. Pas tester, ouais, pas tester la nutrition. Après, c'est un grand classique, hein. Honnêtement, je pense que dès que tu as quelqu'un qui est quand même assez investi, il commence à avoir les produits, déjà les avoir testés, etc. Mais On peut rarement assez répéter les fondamentaux, donc c'est très très bien que tu le ouais, répètes. ouais, c'est ça. Du coup, ouais, tester la nutrition, l'hydratation, etc. Même les quantités d'électrolytes qui peuvent varier en fonction des athlètes, etc. Et vraiment essayer, et même pour l'athlète, encore une fois, d'un point de vue purement confiance, ça évite d'arriver le jour J en disant merde, qu'est-ce que je vais manger? Je vais m'arrêter au ravito, puis je vais prendre ce qu'il y a. Non, mais voilà, et essayer d'avoir un cadre par rapport à ça. Pas d'être forcément hyper strict à chaque séance, mais puis même par rapport à la flexibilité métabolique, mais voilà, et être certain que la stratégie nutritionnelle du jour J, elle soit maîtrisée, quoi. Super. Merci Rémi. Clair et C'est Cameron précis. Worth qui avait une anecdote assez marrante. Il disait, moi, je m'entraîne jamais en nutrition parce que quand j'étais jeune, jusqu'à mes 16 ans, je devais manger un paquet de bonbons. Et du coup, maintenant, je suis immunisé au sucre. Je peux prendre 120 grammes par heure. Mais je crois que sur son marathon, il y a eu une vidéo il n'y a pas longtemps. Sur le marathon, je crois qu'il mange quasi rien, je crois, en Oui, post-IM. Mais bon, après, est-ce que c'est c'est peu de optimal? C'est choses une hors autre des question. clous, hein. Caroline, je te laisse partir sur la deuxième erreur que tu vois le plus souvent en nutrition pour ce qui est du triathlon. La première erreur a été bien de Rémi, là. Je pense que c'était la plus Ouais, basique, mais c'est la mieux. Je dirais de pas assez travailler en low carb, de savoir. Je vois quand je mets des séances aux athlètes, on va dire 2-3 heures jusqu'à 5 heures sans apport en glucides, bah, les premières séances, ils ont énormément de mal. Et plus on en fait et plus on s'améliore. Et je pense que l'erreur, c'est aussi. On parle beaucoup actuellement de high carb. Donc c'est vrai que plus tu arrives à ingérer des glucides à l'effort et plus tu es performant. Donc ça, c'est indéniable, on va dire. Toutes les études, elles convergent dessus. Mais l'importance sur l'ultra-endurance, c'est aussi de savoir utiliser les graisses, parce que si tu n'utilises pas tes graisses, tu peux pas être performant. Donc c'est de l'apprendre à l'entraînement. Donc l'erreur, c'est de ne pas faire systématiquement, de ne pas prendre toujours des glucides à l'entraînement, savoir faire des entraînements sans glucides. C'est extrêmement intéressant. Pardon, Tristan, Non, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y. Pas de souci. C'est très très intéressant. Je me suis penché assez récemment sur ce sujet-là. Et peut-être pour donner un peu de contexte, dans quelle situation il faut faire attention avec ces séances de low carb? Ou qu'est-ce qu'on doit bien comprendre pour pas faire n'importe quoi avec ces séances en déficit nutritionnel, si on peut parler comme ça? Alors, si tu reprends un peu les termes de tout à l'heure entre l'aigu et le chronique. Donc, on va dire sur des séances en aigu, il y a pas de souci. Quand tu en gros, si tu veux que ta séance en low carb elle soit réussie, il faut que tu contrôles l'intensité. Si tu vas
trop haut en intensité, du coup, tu vas utiliser du glycogène et c'est là où c'est pas bon. Donc, il faut vraiment rester sur de la basse intensité pour utiliser un peu les graisses et tout. Quoique même chez les athlètes bien entraînés, il y a eu des papiers qui sont sortis montrant que les athlètes bien entraînés, ils utilisaient quand même les glucides, les lipides avec des hautes intensités. Mais bon, ça, on va pas revenir sur tous les papiers qui sont sortis. Et l'autre erreur, on va dire, l'erreur en chronique, c'est de ne pas compenser les pertes que tu as eues. C'est-à-dire que si tu fais du low carb continuellement, enfin souvent, et que tu ne fais pas une restauration assez importante derrière de ton stock en glycogène, et ça, c'est hyper important. Moi, j'insiste toujours chez les athlètes parce qu'il y en a beaucoup qui mangent que des pâtes ou du riz, des féculents. Mais si tu veux restaurer ton stock de glycogène hépatique et musculaire, il te faut du fructose et du glucose. Donc, il faut des pâtes, mais il faut aussi des fruits, du miel pour restaurer des deux côtés. Donc, quand tu pars sur du low carb en chronique, il faut être hyper méticuleux sur la nutrition en dehors de l'effort. C'est très très intéressant. Donc en gros, sur la séance, il est en train de me voler mon truc là. Il est en train de me voler mon point, j'allais dire. Ah, tu vas t'en sortir, Tristan. Tu sais bien rebondir en live, ça se passera bien. Mais donc c'est super intéressant parce qu'au final, il faut se dire que peu importe ce que tu fais sur la séance, si tu t'alimentes ou pas, il faut que avant ta prochaine séance d'entraînement, tu sois complètement ravitaillé pour pouvoir, on va dire, au mieux récupérer et ensuite assimiler le volume qui te sera imposé par la suite. Ouais, alors pareil, là, tu as plusieurs réponses. Oui, parce que j'imagine que tu peux aussi partir avec l'idée d'un déficit, peut-être pas chronique, mais d'un déficit un petit peu plus prolongé que sur une séance longue pour mettre la prochaine séance, entre guillemets, à mal ou sous duresse de cet aspect-là, quoi. Ouais, tu as vu les travaux. Du reste, tu l'as eu, qui est expert sur la mitochondrie. Bishop, David Bishop, qui parle souvent des séances biquotidiennes, donc pour travailler comme ça. Donc on peut travailler sur de l'aigu à l'image d'une journée où tu vas être en déficit sur ta journée, mais derrière, si tu veux pas partir totalement en RAID S, en déficit énergétique, il faut absolument pouvoir restaurer ce que tu as dépensé à l'entraînement. Du reste, les Norvégiens, ils en parlent souvent. Tu as Inigo San Milan qui en parle souvent aussi. Et moi, je sais que c'est des choses où ça peut aller super vite parce que nous, on est allé vraiment très loin à jouer avec Steven et c'est sur une. Et j'avais même posé la question à Marco Altini parce que il y avait, je lui demandais si un déficit énergétique, ça pouvait avoir avec la variabilité cardiaque. Et il me disait, à mon sens, il me disait qu'il n'y avait jamais eu d'études là-dessus et qu'il ne savait pas. Et moi, c'était des premiers, c'était le premier signal que j'ai eu avec une baisse de variabilité cardiaque, alors que l'athlète était en pleine forme. C'est-à-dire que quand tu commences à rentrer en RAID, comme tu arrives mieux à utiliser tes graisses, tu as une période où tu es vraiment en très grande forme. C'est-à-dire que toutes tes séances, elles passent facilement. Mais après, tu peux avoir le revers de la médaille. Et comme j'avais commencé à avoir cette baisse de variabilité cardiaque, et derrière, il avait perdu un peu de poids, et c'est là où ça m'a alerté. Donc, on a dû aller faire un bilan sanguin. Alors, j'ai la chance d'avoir un athlète dont sa femme est spécialisée dans l'analyse en biologie sanguine sur cortisol et testostérone. Donc, on a vu qu'on commençait à partir sur du RAID. Donc, on a mis vraiment le max sur le high carb. Là, cette fois-ci, on a complètement coupé le low carb et on a mis que du high carb jusqu'à l'objectif. Et c'est super bien passé. Voilà. Mais vraiment être attentif, ça peut partir en vrille très rapidement si on ne contrôle pas, si derrière on n'a pas aussi. Moi, je suis aidé avec une nutritionniste chez certains athlètes justement pour vraiment restaurer le lendemain des grosses séances. Ça, il faut être attentif parce que ça peut aller très vite et encore plus, ce soit chez l'homme ou chez la femme. Parce que on n'en parle jamais chez l'homme, mais chez l'homme, ça arrive aussi. C'est très très important de le mettre en avant. Rémi, tu avais. Non, c'était juste par curiosité par rapport à la VFC. Il avait une baisse de variabilité, mais est-ce que la fréquence cardiaque de repos, elle avait baissé ou pas? Non.
C'était le RMSD Ouais. qui avait Que eu des fois, un petit changement. Mais l'état de forme, tu vois, moi, toutes les séances des athlètes, je mets dans une base de données la fréquence cardiaque par rapport à l'intensité, par rapport à la durée. Et toutes ces réponses à l'entraînement, ils étaient super bonnes. Il y avait pas de baisse de fréquence cardiaque par rapport à l'intensité. Donc, il n'était pas. Il y avait juste eu cette baisse du RMSSD hmm. qui pouvait être un signal alarmant et surtout la perte de poids. Parce Et que c'est là où j'ai commencé à faire le bilan sanguin. j'avais déjà vu avec des athlètes des baisses de masse corporelle. Et généralement, ça peut aussi s'accompagner d'une baisse métabolisme basal et en fait une baisse de fréquence cardiaque. Et du coup, la variabilité augmente un peu parce que généralement, quand la fréquence cardiaque de repos elle est basse, la variabilité elle augmente. Et en fait, ça masque. C'était pour ça que je voulais juste savoir si. Là, c'était compliqué parce que tu te rends compte, même à l'exercice, la fréquence cardiaque, elle répondait super bien, Ah oui, quoi. ok. Donc, elle répondait comme d'habitude. Et l'athlète était en super forme, donc c'était vraiment très compliqué. Et quand on a fait cortisol et testostérone, on s'est aperçu que il avait le niveau d'une personne en déficit. Ah, ok. Super intéressant. Merci Caroline pour ce deuxième point. Tristan, est-ce qu'il te reste quelque chose? Oui, mais juste pour ce point, parce que ça m'intéresse. Parce que moi, Vas-y, typiquement, c'est quelque chose que je mets peu au-delà de la base qu'on pourrait dire. C'est-à-dire commencer sa nutrition un peu plus tard sur ses sorties longues ou des choses comme ça, assez facile, ou quelques footings à jeun, mais qui sont limite plus organisationnels que prescrits en tant que tels. Comment est-ce que tu gères parce qu'il me semble que, alors peut-être pas tous les papiers, mais que par exemple, c'est plus l'état dans lequel tu rentres dans ta séance qui compte, et qu'à partir du moment où tu ne consommes plus de glucides de façon extrême, on va dire sous 30 grammes par heure, 40 grammes par heure, en fait, ton consommation de lipides reste quasiment inchangée à l'effort. Comment est-ce que toi, tu conçois cette information dans le fait de dire que ne prendre zéro glucides, ça va améliorer tes compétences? Alors, on va dire que là, je te parle vraiment de manière empirique Ok. pour l'avoir testé avec les athlètes et avoir vu que c'était vraiment une des composantes qui permettait de les améliorer sur longue distance. Et à un moment, l'entraînement, c'est comme tout, ça bouge tout le temps. À un moment, j'étais vraiment axé high carb, 90, 120 grammes par heure. Et je l'utilise encore, mais j'utilise beaucoup plus le low carb. Et ça a vraiment des vertus. Et là, j'ai encore pu le voir sur des Ironman, quand les athlètes, il y en a qui peuvent perdre leur ravitaillement. Et tu te rends compte que quand tu l'as vécu à l'entraînement, du coup, en compétition, tu arrives à y faire face. Et c'est tout ce vécu à chaque fois qui est important d'avoir pour l'athlète et d'avoir optimisé cette flexibilité métabolique. Alors, moi, la flexibilité métabolique, ça fait 1 an et demi vraiment que je m'y intéresse énormément avec les travaux d'Inigo San Milan, où il en a énormément parlé, et que j'ai trouvé ça super intéressant. Et là, tu as Dan Close qui travaille vachement dessus avec Monder et tout. Et tu te rends compte que ouais, sur Ironman, c'est bien d'avoir les deux, d'avoir ces deux composantes-là, que ce soit et les graisses, les acides gras libres et le glucose. Ok. Pourquoi est-ce que je te pose cette question? Parce que tu sais, il y a plein de sujets, et je crois qu'on en avait parlé une fois, Sean, ensemble, mais où, par exemple, je ne le mets pas en place parce que pour moi, il me manque, tu sais, la clé de résolution de l'équation, où je perçois qu'il y a un intérêt. Tu vois, je prends mon exemple. Quand je suis en phase très intensive d'entraînement et que je suis quasiment au top de ma forme, si je ne fais jamais au moins le minimum vis-à-vis de ça, je tombe extrêmement vite en j'ai plus le terme. Hypoglycémie à l'effort. Ouais, c'est-à-dire que vraiment sur un footing de 40 minutes, si j'ai pas mangé genre dans l'heure qui a précédé, ou si j'ai pas pris un truc sucré avant, genre je peux tomber en hypoglycémie juste parce que je m'entraîne 20-25 heures, etc., etc. Et justement, c'est intéressant de voir que pour moi, je perçois l'intérêt. Je suis sûr qu'empiriquement, il y en a un. Mais pour l'instant, tu sais, il y a trop de discours qui me disent c'est pas censé fonctionner en pratique, et pourtant en pratique on sent bien que ça peut servir, quoi. Si t'écoutes c'est pour ça que je te posais la question.
Voilà. Tim Paul Logard, par exemple, Je lui, il est pense. contre et Ah oui, il dit et Paul typiquement, Logard, les études, elles montrent que quand tu t'entraînes plus de 12 heures par semaine, le volume et la fréquence d'entraînement fait que en fait, tu n'aurais pas besoin de faire ça et que c'est juste un facteur complexifiant de l'entraînement. Enfin bref. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Après, ouais. Bah après, quand tu regardes à l'inverse, si tu regardes Dan Plews avec Maunder et tout, ils prouvent l'inverse. Et par contre, eux, ils le prouvent sur le terrain. C'est-à-dire que tu prends Chelsea, Ah Sodaro bah, tu vois, ou typiquement, c'est pas le bon exemple celui-là, pour moi. ouais. Ah, elle est en mixte, hein. Elle n'est pas en Oui, high oui. carb, elle est pas Mais ce en que je veux dire par manpower. là, c'est que tu vois, si tu Bon. regardes son étude, je l'avais regardé quand j'étais à Saint-Georges juste après sa victoire à Kona. Et tu vois, typiquement, je dis pas que sa démarche fonctionne pas et je dis pas que parce que bah, les résultats sont là parfois. Euh, mais Souvent. ouais, Sam Long depuis. Enfin bref, oui, je suis d'accord, mais Non, là, tu prends Sam Long, il est resté même pas un mois ah avec. ouais, Mais ok. si tu prends Dan, rien que Dan, les résultats qu'il fait, ils sont juste énormes pour un Oui, complet, c'est quoi. sûr. Mais tout ça pour dire que Et sur son étude, tu vois, typiquement, quand il prend l'exemple de Chelsea Sodaro, il prend son exemple en post-maternité et là où elle est. Et tu vois, c'est très difficile parce que quand tu compares une courbe de débutant et une courbe d'expérimenté, tu vas avoir un décalage des consommations de graisse inhérent à l'entraînement et à tes capacités aérobie. Et au-delà de ça, il coupe la courbe à genre, je te dis n'importe quoi, 100 watts pour une femme désentraînée. Et il dit, elle est incapable de consommer des graisses. Alors que ça, tu pourrais partir du principe que pour beaucoup de gens, tu pourrais quasiment faire commencer tes tests à 50 watts. Et en fait, et tu verrais les mêmes courbes, mais quasiment décalées. Et que tu as beaucoup de tests où ça disparaît parce qu'en fait, tu commences déjà trop intensément. Comme tu peux le voir clairement sur le papier de Inigo San Milan, justement sur les réactions de lactatémie et d'oxydation des graisses dans différentes populations, cyclistes élites, personnes entraînées et personnes sédentaires souffrant de syndrome métabolique. Et il y a exactement ce dont tu parles là, Tristan. Il y a un graphique qui est extrêmement clair où les trois courbes de lactate sont superimposées, les trois courbes d'oxydation des graisses sont superimposées, et celle de la personne sédentaire, syndrome métabolique, ben, elle commence trop haut en fait. Et donc oui, il aurait fallu commencer plus bas pour voir exactement ce qui se passe. Et du coup, je trouve que ça, sur son article qui est intéressant, c'est ça le dessert, parce que quand tu vois certains biais argumentaires, je suis en mode, ça me donne pas envie de te croire, alors que pourtant les résultats sont là. Oui, après, je pense que c'est à tester. Et alors, moi, perso, pour l'utiliser depuis pas mal de temps, j'ai pu voir vraiment des améliorations chez les athlètes. Et pourtant, je te dis, je suis vraiment axé high carb normalement. Et ouais, j'ai même eu des athlètes qui sont montés jusqu'à 150 grammes par heure. Mais après, sur le low carb, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ce qu'il faut faire attention, c'est pas le low carb par lui-même, c'est vraiment ton stock de glycogène que tu as restauré en amont ou en aval. Et peut-être que toi, ton footing de 40 minutes, quand tu commences à avoir un souci avec une hypoglycémie, c'est peut-être parce que la veille, tu t'es entraîné et que tu n'as pas restauré assez ton stock de glycogène. Et souvent, ça passe par là, quoi. Il faut regarder ce qui a été fait en amont de l'entraînement pour voir ce qui s'est vraiment passé, quoi. Et après, si vraiment tu as restauré, bah, c'est peut-être que du coup, ton organisme, soit il n'est pas encore assez performant pour utiliser les graisses, ou après, ça peut être aussi pareil quand tu pars sur du syndrome de déficit énergétique, tu peux avoir aussi cet axe-là. Le surentraînement aussi le montre. Le surentraînement, il montre que tu peux avoir des problèmes d'hypoglycémie à l'effort. Donc, il peut y avoir plein de choses. Et il faut tout dresser. Et généralement, de ce que j'ai appris, moi, c'est qu'il n'y a jamais un seul élément isolé qui explique quelque chose. C'est plusieurs éléments ensemble, en interaction, qui font qu'on trouve la raison, l'explication à quelque chose, comme une hypoglycémie. Pourquoi une hypoglycémie sur un footing de 40 minutes? Parce que normalement, tu ne devrais pas en faire, quoi. Voilà. Bah, sinon, ouais, c'est mal barré pour l'Ironman, quoi. C'est vrai que- Ouais. Déjà, les 1 heure dans l'eau, si tu fais une hypo au bout de 30 minutes, tu sais que la journée va être longue. Ah oui, la journée est très longue. Mais du coup, mon point à moi, pour terminer la question de Sean, ça va compléter du coup le point de Carolie, où
Moi, je vais plus mettre l'accent sur tout ce qui va être haute intensité. Et je vais coupler avec, il disait, l'important, c'est de reprendre les réserves, etc. De façon générale, je pense que le triathlète s'entraîne énormément et aura tendance à très régulièrement être sous-nourri. Parce que quand tu vas faire une sortie longue, bah, tu peux vite en fait, dépenser 3, 4, 5 000 kilocalories. Si tu ne bouges pas ton alimentation sur la semaine, parce que je ne pense pas que ça soit daily, c'est genre tu fais une sortie longue, tu dépenses avec un enchaînement run, tu dépenses 6 000 kilocalories. Je ne pense pas que sur ce jour-là, tu aies besoin de manger 10 000, mais lisser sur plusieurs jours avant, après, etc., c'est important d'essayer de compenser au maximum. Et je pense que les gens ne compensent pas assez. Et je vais doubler ça en disant, et je pense qu'en plus de ça, dans cette recherche d'apport calorique, sur les séances d'intensité, je trouve que c'est un bon endroit pour augmenter ta consommation. À la fois pour ce qu'a dit Rémi, t'entraîner à la nutrition, etc., mais aussi pour améliorer tes capacités de récupération. Et il y a typiquement sur une année, moi, les athlètes, si je ne leur rappelle pas, ils vont commencer à travailler leur nutrition ou à prendre des glucides à l'effort, peut-être 4 ou 5 mois avant l'échéance, et pendant tout l'hiver, ils vont rien prendre. Et du jour au lendemain, ils sont en mode, mais les séances, elles passent tout seules. Tout d'un coup, ça devient hyper simple. Et je suis en mode, bah ouais. Donc, pour moi, ouais, manger assez et profiter des séances intenses pour manger des glucides. S'il n'y a pas une stratégie peut-être un peu plus poussée de nutrition, etc., c'est un bon moyen de récupérer et de s'assurer d'être en bonne santé sur le long terme et de tenir sur le long terme, puisque c'est un peu le fil rouge. Plus on tient, plus on se maintient, meilleur on devient sur la longue distance.